Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Seplezy. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. En cette période de plan marketing, et alors que les budgets sont parfois un petit peu remis en question, en tout cas on est de plus en plus challengé sur le ROI au niveau marketing, c'est important justement d'être capable d'avoir une approche un peu plus héroïste du marketing, d'identifier les bons leviers, les bons canaux, mais c'est pas toujours une mince affaire. Pour parler de ça, je suis aujourd'hui avec Yvan de Kersis qui est CRO chez Electra, et on va justement pouvoir bénéficier de son expérience parce qu'il vient du marketing aujourd'hui, il est CRO, et donc on a un œil sur le revenu qui est super intéressant. Bonjour Yvan. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast pour parler de ce sujet parce que c'est de plus en plus important. Et puis, comme je le disais, je sais pas si toi tu le sens, on en parlera, mais de marketeurs que j'ai autour de moi, c'est vrai qu'on sent que les budgets ils sont parfois challengés de plus en plus sur le ROI. Donc, je suis ravi de pouvoir parler de ça avec toi. Merci pour l'invitation. Du coup, est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Bien sûr. Donc je m'appelle Yvan de Kersis. J'ai rejoint Electra il y a un peu moins de 2 ans en tant que CRO. Donc Electra, c'est une société qui installe et opère des stations de recharge rapide pour véhicules électriques partout en Europe. Mhm. On est aujourd'hui un des leaders en France et on vise d'être dans le top 3 des leaders européens dans les années à venir. C'est une société française qui a été créé il y a environ un peu plus de 2 ans et aujourd'hui on est 180, 110 à Paris et le reste dans les différents pays où on est, typiquement Espagne, Italie, Belgique, Suisse, Autriche, et cetera. Et avant ça, j'ai passé 7 ans chez Blablacar, principalement dans des rôles en marketing et en opération. Ok, très cool. Bah justement, tu vois, avant qu'on attaque vraiment du coup le sujet, euh, tu l'as dit, donc tu as été Head of Marketing, tu es maintenant CRO. Est-ce que tu peux parler en 2 mots du rôle de CRO et de c'est quoi pour toi les principales différences avec les responsabilités que tu pouvais avoir au market? Oui, donc si je compare mes 2 expériences, hein, chez Blablacar et chez Electra, je pense que la différence principale, c'est que quand on est au marketing, notre objectif, c'est de maximiser le revenu, mais on a des leviers marketing en main, que ce soit la perf, la marque. Et là, chez Electra, j'ai ces leviers en main, mais j'ai aussi un levier B2B, sales. Ok. Et donc, en fait, je peux aller activer mes audiences B2C, mes audiences B2C, B2B, pardon, avec des canaux que ce soit marketing ou sales. Et donc, ça donne une palette un peu plus riche de leviers à actionner. Mais je pense que l'objectif, c'est toujours le même, hein, c'est maximiser le revenu de la boîte. C'est d'ailleurs un des challenges qu'on a quand on est en marketing, c'est que parfois on est vu comme un poste de coût pour la Mhm. boîte, alors qu'il faut se positionner comme un poste de revenu. Ouais, effectivement, c'est vrai que, tu vois, moi, je l'avais dit, on en discutait il y a pas longtemps, on parle souvent de dépenses marketing et pas d'investissement marketing, alors qu'au final, ne serait-ce que le mot, la terminologie, elle fait une grosse différence dans l'approche, quoi. Ok, donc pour toi, la principale différence, comme tu dis, avec ce rôle de CRO, c'est qu'au final, t'es à cheval entre sales et market, alors que, du coup, t'as une palette qui est un peu plus large au niveau des responsabilités aussi que sur tes rôles de marketing, quoi. Exactement, et je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi du coup le levier du pricing. Ouais. En fait, c'est tous les leviers de la boîte qui vont impacter in fine le revenu. Ok, super intéressant. Et donc, les problématiques sales market, pour le coup, là, tu les abordes différemment maintenant que tu es un petit peu au chapeau des deux, quoi. Exactement. Top, bah écoute, rentrons dans le vif du sujet.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle du marketing chez Electra et puis de vos principaux enjeux? Ouais, bien sûr. Je vais commencer par te partager quelques éléments de contexte sur le marché pour Mmh. t'aider à comprendre du coup après, notre stratégie. Ouais. Concrètement, aujourd'hui, ce qui est assez particulier pour, une société comme Electra, c'est que nos clients finaux qui vont venir se recharger sur nos stations, aujourd'hui, il y en a pas tant que ça par rapport aux chiffres dans 5 ans, 10 ans. On est au tout début de l'électrification du marché. Il y a environ, 2 des véhicules qui sont des véhicules électriques en France. Mmh. Et quand on regarde les chiffres, si on regarde les chiffres de septembre, par exemple, 20 des véhicules vendus sont électriques. Donc on voit OK. bien que ça s'accélère quand on regarde ces deux chiffres-là, mais 2 c'est pas énorme. Et donc nous, tout notre enjeu, c'est comment on va réussir dès maintenant à remplir nos stations, alors qu'en fait, imaginons, on faisait une grosse campagne télé. La réalité, c'est qu'il y aurait assez peu de personnes qui verraient sa campagne et qui auront une voiture électrique, chez eux. Mmh. Donc on doit vraiment réfléchir à, cibler nos efforts. Et donc pour ça, on a, une stratégie qui est de aller chercher tous les partenaires, B2B. Donc les partenaires B2B, ça va être les taxis, les VTC, les loueurs de voitures, les logisticiens du dernier kilomètre, toutes ces entreprises en fait qui roulent beaucoup en ville, où Mmh. on a beaucoup de stations et qui vont passer à l'électrique plus rapidement que le B2C parce qu'ils veulent, ils ont des enjeux de décarbonation de leur flotte pour la communication et pour baisser leur impact carbone. Ils ont aussi des enjeux de faire des économies. Et aujourd'hui, en fait, sur l'ensemble du cycle de vie, acheter un véhicule électrique, c'est moins cher qu'acheter et opérer un véhicule thermique. Et comme eux, ils regardent de très près leur marge, ils vont passer à l'électrique plus rapidement. Donc on sait que pour nous, c'est vraiment une poche de croissance à court et moyen terme assez forte. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place une stratégie avec une équipe sales, avec notre manager, un produit dédié pour aller les chercher. OK. Ensuite, il reste quand même le B2C et le B2C, ça représente quand même entre 20 et 70% du trafic sur nos stations. Donc on doit aller aussi les chercher. Mmh. Mais sur le B2C, l'enjeu, c'est qu'on ne peut pas faire des canaux mass media parce qu'en fait, sinon, en termes de reach, il y aura trop de personnes qui n'auront pas de véhicules électriques qui vont voir nos pubs, donc on va payer un CPM trop élevé par rapport à la réalité du business. Et donc là, on va essayer de cibler euh, les utilisateurs. Enfin, on va essayer de trouver des proxys pour comprendre qui a un véhicule électrique. Et donc là, ça va être soit aller discuter avec des influenceurs spécialisés sur le véhicule électrique, ça va être créer une communauté Facebook dédiée à la recharge électrique pour vraiment parler aux passionnés. Donc on commence en fait à parler à cette niche de personnes, aux early adopters. Mmh. Petit à petit, quand ça va se massifier, on va devenir une marque en fait beaucoup plus généraliste. Mais aujourd'hui, ça reste en fait un business de early adopters. OK. Donc, si je comprends bien, tu l'as dit, le marché, il est très faible, très enfin, en tout cas, la part de marché sur les véhicules électriques, elle est aujourd'hui, très faible comparée au marché du véhicule, en général. Donc vous vous concentrez justement sur les communications autour de cette niche. Alors on en parlait un petit peu en intro, en préparation, donc, la une fausse question, mais, du coup, parce que je connais la réponse. Heu, Vous cherchez pas du coup à faire grossir cette part de marché dans votre stratégie marketing au niveau de ce que vous mettez en place? C'est pas un enjeu pour vous d'aller éduquer, de faire grossir cette part-là? Ou vous vous concentrez vraiment sur ceux qui ont déjà passé le cap? Ouais, c'est une bonne question et en fait, cette question, on se l'est posée, au tout début, quand j'ai rejoint Electra. On s'est demandé: «Est-ce qu'on veut créer la marque, de référence sur tous les sujets, véhicules électriques?» Et donc typiquement faire un blog avec plein de conseils sur comment passer à l'électrique, devenir en fait, le partenaire pour aider, tous les conducteurs français à passer à l'électrique. Mmh. Et finalement, on a décidé de ne pas poursuivre cette piste, notamment parce qu'il y a déjà des blogs ou des sites internet de médias qui font ça très bien et dont c'est en fait la spécialité, l'obsession. Donc eux, ils vont vraiment travailler leur référencement SEO, ils vont passer leur temps à créer des articles tous les jours ou toutes les semaines pour aider les gens à passer à l'électrique. Donc on s'est dit qu'en fait, aller en compétition frontale avec des personnes dont c'est le cœur de métier, c'est pas là où on aurait notre avantage comparatif. Mmh. Et il y a aussi tous les constructeurs automobiles qui passent beaucoup de temps à éduquer le marché et qui ont des très gros budgets médias. Et Mmh. donc nous, on a préféré se focuser sur les personnes qui ont déjà un véhicule électrique et faire en sorte que, en fait, ce qui est assez particulier, c'est que demain, je ne sais pas si tu as déjà une voiture électrique. Non, pas encore. Encore, voilà. Donc si demain tu en achètes une, la réalité, c'est que le jour où elle t'est livrée, tu n'as aucune idée, ou a priori, tu n'as aucune idée sur comment la recharger. Tu Mmh. connais pas, tu vois, les 3, 4 grosses marques de recharge électrique en public. Et donc, en fait, si nous, on arrive à créer une marque forte pour que le jour où tu achètes un véhicule électrique, tu penses Electra, tu prends l'application Electra,
et on te fait découvrir notre univers et toutes nos solutions, là, on a gagné. Et donc nous, c'est à ce moment-là qu'on va intervenir, c'est au moment où tu achètes ton véhicule, et c'est notamment pour ça qu'on fait des partenariats avec des constructeurs automobiles comme Stellantis, MG, Honda, pour se positionner à ce moment-là du cycle de vie d'un client. OK, ouais, bah, justement, on en parlera un petit peu après de ça. Donc, bah, voilà, la question, elle était un petit peu ciblée là-dessus. Effectivement, au niveau du média, enfin, de l'éducation du marché, comme tu dis, pour le coup, on n'est pas du tout sur une approche héroïste, surtout si tu as des gens qu'en face qui ont des très gros budgets qui vont le faire pour toi. Hem, donc c'est quoi aujourd'hui vos principaux leviers et comment vous les avez identifiés? Donc aujourd'hui, je pense qu'on est encore au tout début, hein, de, la, structuration, du revenu chez Electra. Parce Mmh. qu'Electra, hein, pour rappel, dans un premier temps, nous, on doit trouver des endroits où installer nos stations, des hôtels, des supermarchés. Après, on les Mmh. construit et après, on doit les remplir. Ouais. Et donc en fait, c'est assez récent, le gros focus revenu de la boîte, ça a 3 à 6 mois. Heu et donc on a commencé par les, low hanging fruits. Mmh. Et comment on les a identifiés? C'est on a regardé d'abord nos chiffres et on a essayé de comprendre, OK, mais d'où viennent nos charges aujourd'hui? Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé, et ça, c'était il y a environ 1 an, qu'en fait, on pensait construire des stations, pour des clients B2C, mais en réalité, on avait une forte part de trafic de taxis, de camionnettes, de livreurs dessus. Et donc là, on a dit: «OK, mais c'est intéressant, creusons». Donc on est allé en station, on leur a parlé, on a vu qu'ils avaient des vrais besoins, qu'aujourd'hui ils ne savaient pas où se recharger, que c'était une source de stress pour eux, qu'ils avaient besoin d'un service fiable. Hem Et du coup, on a créé un produit dédié où en fait le gestionnaire de flotte, il voit sa flotte, il voit la consommation en temps réel, il a sa facturation en fin de mois, il peut donner des badges à ses équipes, donc c'est très simple, hein. Mais rien que ça résout un vrai problème pour lui, et on a mis une équipe, sales et account management derrière, et en fait, c'est impressionnant parce que le pourcentage de charges B2B, dans notre mix de charges, il est passé en, quelques trimestres de 2 à, 1/3 en moyenne, et parfois ça monte jusqu'à 60 70 sur certaines stations. Donc c'est OK. vraiment, on a détecté un peu ce signal faible, et on a construit un produit adapté, et on l'a poussé avec des efforts sales, et ça a vraiment, grandi de manière assez impressionnante. Donc, et c'est une de nos prios de l'année prochaine, hein. On pense que ça va être une super source de croissance pour la boîte. Mmh. Et un autre exemple, c'était, je pense il y a environ 1 an et demi. Un jour, on se rend compte qu'il y a un influenceur qui a fait une vidéo sur une de nos stations pour l'ouverture, sans rien nous demander, juste parce qu'il était passionné par le produit, qu'il le trouvait génial, et cetera. Et là, on s'est dit: «Ah, mais ça, c'est intéressant, c'est un signal, ça, c'est un autre signal faible de, on a un produit qui est assez différent par rapport au reste du marché parce que, il fonctionne très bien, il est très simple à utiliser, tu as une application, tu peux réserver ta borne à l'avance, tu as plein de petites features qui te simplifient ton expérience client, et du coup, ça plaît». Mmh. Et donc, comment on peut construire autour de ça? Et du coup, on a construit de 2 manières différentes. La première, c'est avoir une vraie stratégie influenceur, en allant créer des partenariats avec eux sur le long terme, pour les nourrir de contenu, à construire un programme d'affiliation, pour faire du revenu share sur les nouveaux clients qu'ils ramènent. Mmh. Et on a construit une communauté avec un groupe Facebook privé, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un sujet assez affinitaire. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais tu as sans doute eu à un dîner un ami qui a acheté une voiture électrique et il t'en parle pendant des heures parce qu'il est trop Ouais. content, c'est le futur, et cetera. Et nous, on s'est dit: «Mais en fait, comment on va réussir à positionner Electra dans ces discussions-là?» Et donc on a créé ce groupe, Facebook privé pour nourrir cette, base de fans, mais surtout cette base, en fait, ce qui est génial, c'est que, elle nous nourrit beaucoup en retour produit, pour qu'on s'assure, tu vois, de créer un produit qui colle aux attentes des utilisateurs et qu'on ne fasse pas notre produit en chambre dans nos beaux bureaux parisiens. Mmh. Et en plus, ça permet de créer une base qui est, très engagée autour du produit, autour du service, et qui va aller évangéliser, en fait, sur un marché qui est en construction, notre service. OK. Et cet aspect, communautaire là, c'est des choses dont on a du mal à justifier un petit peu le ROI des fois. Comment est-ce que vous l'avez vendu en interne? Enfin, comment c'est vendu du coup dans la stratégie? Alors en fait, l'aspect communautaire, il a 2 piliers. Il y a la partie influenceur qui, pour le coup, est ultra héroïste parce que c'est Mmh. un programme de revenu share, et donc en fait, on ne paye que quand un influenceur ramène un nouvel utilisateur actif sur la plateforme. Ouais. Et donc ça, en fait, nous, on a défini, combien on le payait en regardant la LTV 1 an d'un utilisateur, et donc on sait que c'est très héroïste. Mmh. En revanche, sur la partie communauté Electralab, en effet, c'est beaucoup plus dur de mesurer le ROI. Mais déjà en termes de retour produit, ça a une valeur inestimable. On leur envoie souvent des surveys pour comprendre, leurs attentes, et ça, c'est très précieux. Mmh. 2, la réalité, c'est que, à part du temps, passé dessus, il n'y a pas beaucoup de coûts associés. Alors bien Mmh. sûr, parfois, on va, leur offrir des réductions, leur offrir des goodies, mais c'est pas des très gros budgets.
Et 3, on a une très forte conviction, et je pense que c'est partagé en interne, notamment par le CEO, sur le fait qu'on est sur le véhicule électrique, c'est un produit affinitaire. Les gens Mhm. aiment beaucoup en parler. Il y a un lien assez émotionnel avec le véhicule. Aujourd'hui, on voit que notre service de recharge, d'ailleurs, ça c'est assez contre-intuitif, hein. Tu pourrais te dire, tout le monde s'en fout de ta borne de recharge, etc. Mais c'est pas vrai, hein. Sur le groupe Facebook, les gens ils vont se prendre en photo quand ils se rechargent chez nous, et ils sont super contents. Donc on voit qu'il y a un vrai lien. Et en fait, la raison, elle est simple, hein, c'est que les services de recharge aujourd'hui sont très inégaux. Typiquement, en France, et ça, c'est les chiffres qui sont publics de l'AVER, il y Mhm. a 15% des sessions de charge qui échouent. Donc Ok. imagine que quand tu vas te recharger, tu as fait 2-3 heures de route, tu as les enfants derrière et ça ne marche pas, 15% Mhm. des fois, mais tu pètes un câble. C'est clair. Et nous, c'est pas 15% des sessions qui échouent, c'est 2%. Donc en fait, quand tu vas sur un marché qui est imparfait comme ça et que tu arrives avec un super produit, bah, les gens ils sont excités, ils sont contents, ils sont reconnaissants, ils ont envie d'en discuter. Et donc en fait, une stratégie affinitaire, ça marche très bien. Mhm. Ok, super intéressant. Et du coup, dans ce sens-là, tu l'as dit, toi, tu as pas mal incité plusieurs fois sur la simplicité. Vous avez pas mal travaillé aussi au niveau de la marque, du coup, dans cet aspect-là. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, en fait, si on prend du recul, le marché de la recharge, aujourd'hui, il y a, comme je te disais, hein, il y a peu de marques très fortes que tu connais. Euh, Alors que c'est un marché sur lequel tout le monde va arriver dans les, on va dire, 5 à 10 ans à venir. Mhm. Et donc nous, on est assez convaincus que créer une marque forte, ça aura un gros impact en termes de revenus in fine, parce que du coup, les gens téléchargent notre application, restent dans l'écosystème, etc. Et donc, on a voulu créer une marque assez différente de l'univers dans lequel on évolue. Et c'est pour ça qu'on a fait un rebranding au mois de septembre, là. On a bossé avec Koto sur la partie strat design et Pelo Studio sur la partie implémentation. Mhm. Donc, c'est deux super agences. Et notre réflexion, c'était de se dire, OK, aujourd'hui, tout le monde parle de la recharge en termes très fonctionnels. Tu vas sur les sites de nos concurrents, on va te dire, c'est très rapide, Mhm. on est partout. Et ça, c'est des bons arguments, parce que c'est vrai, mais c'est pas très différenciant. Parce que dans 2-3 ans, tout le monde aura des bornes partout, Mhm. tout le monde offrira la recharge rapide, et donc, in fine, tu n'as pas vraiment créé une marque avec un lien émotionnel avec tes utilisateurs et tu te noies un peu dans la masse. Mhm. Et donc, nous, on a voulu prendre le contre-pied de cette approche et créer une marque très émotionnelle. Et on s'est dit, bah, aujourd'hui, quand tu viens chez Electra, c'est quoi l'émotion que tu ressens? Bah, la réalité, c'est que quand tu arrives dans une station Electra et que tout marche très bien, que c'est très simple, que tu as pu réserver ta borne à l'avance, du coup, tu n'as pas le stress de savoir s'il y aura de la queue ou pas, euh, tu ressens de la sérénité, du calme, tu es apaisé. Et donc, on a repris les codes des applications de méditation, de santé, qui sont dans cet univers-là, Mhm. pour créer une marque beaucoup plus inspirationnelle. Typiquement, on a fait un photoshoot en studio, on a mis la borne dans un studio, la voiture dans un studio. Donc, on a éliminé tout le bruit de la ville, tout l'univers urbain qui peut être un peu, tu vois, parfois agressif, pour avoir une DA très épurée, avec des fonds blancs, des lumières très douces, comme un lever de soleil. Et ça, c'est une façon d'incarner cette marque qui est justement, du coup, simple, apaisante, calme. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes nos fonctionnalités produits. En fait, ce qu'on veut pas, c'est créer une marque, tu vois, qui est sur un beau site internet, et quand tu viens chez Electra, en fait, tu ne retrouves pas cette marque-là. Ouais. Donc maintenant, la réflexion, c'est comment tu fais vivre ça dans le produit, dans l'application, mais aussi en station, avec tout ce que tu peux avoir autour d'une station, tu vois. Ok. Très cool. Et c'est un positionnement, une différenciation que vous avez appuyé aussi travailler avec la communauté. Enfin, vous avez testé un petit peu justement les messages, le rebranding ou pas dans la construction? Alors en fait, ce que Koto a fait, Koto, donc on travaille avec leur agence londonienne. Mhm. Ils sont venus à Paris et ils sont allés eux-mêmes en station, Ok. vivre l'expérience, tu vois, parler aux gens qui venaient de se recharger, parler aussi aux employés, pour comprendre quel est l'ADN d'Electra. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire émerger cette direction. Et ensuite, bien sûr, on l'a partagé sur la communauté Très pour leur cool. expliquer en fait tout le rationnel qu'il y avait derrière. Très cool, très cool. En préparant l'épisode, du coup, tu m'avais aussi parlé de votre approche des partenariats, du co-marketing, que j'ai trouvé super intéressante, parce que c'est quelque chose qui est encore euh, moins, enfin pas super développé en France, comparé à ce qui peut se faire par exemple aux US. C'est vrai qu'on a une relation particulière à la concurrence et puis même à la complémentarité des fois avec les partenaires, quoi. Où c'est un levier par contre qui peut avoir un super ROI quand c'est bien fait. Tu peux nous expliquer comment vous avez approché ce sujet-là? Ouais, en fait, au début de cette réflexion, c'était toujours la même question qu'on se pose, c'est où sont aujourd'hui les conducteurs de véhicules électriques et comment on peut aller leur parler.
Et ça, c'est un vrai challenge hein, pour nous. Aujourd'hui, il Mhm. y a environ 900 000 véhicules électriques en France. Donc, comment on va les trouver un par un ces utilisateurs? Et la réponse la plus évidente, c'est chaque conducteur d'un véhicule, à un moment, il a dû l'acheter. Et donc, si on arrive à parler avec les constructeurs automobiles, c'est un super moyen d'aller adresser cette audience. Et en plus, il se trouve que les constructeurs automobiles, leur enjeu, c'est vendre plus de véhicules électriques. Et donc, en fait, quand quelqu'un vient en concession et que tu lui expliques que tu as ce nouveau véhicule électrique avec ce super prix, cette super autonomie, et qu'en plus, tu as un réseau de recharge qui couvre presque toute la France, où tu pourras être rechargé facilement, et que tu as des prix réduits là-bas, tu as une belle histoire à raconter. Donc, c'est vraiment, je pense, une situation win-win pour le constructeur automobile et pour nous. Et du coup, aujourd'hui, on travaille déjà avec Stellantis, MG, Honda, pour essayer, d'offrir des tarifs préférentiels à leurs utilisateurs, mais aussi à terme, comment l'expérience de recharge Electra, la simplicité que tu peux retrouver en utilisant l'application Electra, on peut la reproduire par exemple dans la voiture. Tu vois, si depuis ton véhicule, tu peux réserver ta borne, tu arrives, tu te branches, nous on reconnaît le véhicule, la recharge se lance tout seul, le paiement se fait tout seul. Là, tu as créé une expérience aussi simple que le soir, quand tu rentres chez toi et que tu veux te coucher, tu branches ton téléphone, tout se fait tout seul. Tu vois. Bah là, et c'est Mhm. vraiment ça la vision, c'est comment on crée une expérience très intégrée. Donc ça, c'est une des premières briques de notre stratégie partenariale. Mhm. Et la seconde, c'est une fois que tu as installé un véhicule, souvent tu vas installer une borne à domicile chez toi, si tu as une place de parking, ou tu vas vouloir assurer ton véhicule. Et donc là, on discute avec, alors, typiquement, on discute avec ChargeGuru et The Plug, qui sont des installateurs de bornes à domicile en copropriété ou dans ta maison, pour que lorsqu'ils installent une borne, ils te disent, ah bah écoute, maintenant tu as installé une borne chez toi, mais si tu pars le week-end en vacances, tu peux utiliser Electra sur ton chemin. Où on essaie de discuter avec des comparateurs d'assurance pour leur dire, bah écoutez, quand quelqu'un souscrit une assurance pour son véhicule électrique, poussez-lui une remise chez Electra. Donc c'est tous ces différents touchpoints qu'on va essayer, où on va essayer d'aller positionner Electra. Et à chaque fois pour le partenaire, c'est un moyen de montrer qu'il offre un service en plus. Mhm. Et pour nous, c'est un super moyen de faire découvrir notre service aux conducteurs de véhicules électriques. Ok, d'accord. Et pour les convaincre aussi, ces assureurs là, vous avez des systèmes de rétrocom ou des trucs comme ça, ou c'est vraiment, ça complète votre offre et puis ils envoient la valeur tout de suite? Ouais, alors tu vois, pour tout ce qui est constructeur, en fait, c'est plutôt, eux, ça complète leur offre et c'est même un Mhm. argument, hein. Ouais. Tu peux dire, bah voilà, si tu achètes un véhicule chez moi, tu as 500 ou 1 000 € de recharge offert chez Electra, c'est un des meilleurs réseaux de recharge, ils sont présents partout, patati patata. Tu as une Mhm. belle histoire à raconter, en fait. Et donc, c'est plutôt les constructeurs qui ont financé une partie de ce budget-là. Et nous, en revanche, on va leur vendre des kilowattheures à un prix plus Ouais. bas que ce qu'on vend au prix public, ce qui est normal, en fait, parce que c'est vraiment un partenariat win-win, quoi. Donc c'est normal qu'on Ouais. fasse notre part du travail aussi. Eux, tu leur enlèves une objection en fait. Exactement, c'est exactement Ouais. ça. On leur enlève une objection. Ok. Top. Bah écoute, merci pour tous ces partages. C'était super intéressant, c'était super riche. J'allais dire, si bon, on parle pas mal du coup des choses qui marchent et puis des bonnes pratiques. Moi, j'aime toujours aussi revenir un petit peu sur les challenges et puis les galères qu'on peut avoir dans la vie de marketeur, parce que c'est jamais tout rose. Rapidement, c'est quoi tes trois plus gros challenges du moment? Alors, moi, mon plus gros challenge, qui est vraiment le premier, c'est qu'aujourd'hui, on est une entreprise qui grandit super vite. Mhm. Le marché du véhicule électrique, il grandit très vite. Tu vois, c'est 20% des nouveaux véhicules, enfin 19% au mois de septembre, c'est énorme, alors que c'était 13% l'année dernière. Mhm. Et du coup, quand ça grandit vite, et ben, les problèmes, c'est comment tu arrives à scaler, notamment au niveau produit. Et nous, typiquement, au marketing, on a plein de besoins. Il nous faut itérer sur notre outil CRM, avoir un meilleur outil de tracking, avoir un programme de fidélité, avoir un programme de referral. Côté B2B, on est passé d'un monde où nos partenaires se comptaient en dizaines à un monde où ils se comptent en centaines. Donc tout commence un peu ça commence à se tendre quoi, au niveau produit. Il y a des Mhm. features qui manquent, et parfois il y a des bugs. Et l'équipe produit, elle a aussi plein d'autres prios. Et donc, le grand enjeu, c'est comment on arrive, nous, de notre côté, à réfléchir à qu'est-ce qui est le plus prio. Parce que bien sûr, on aimerait tout avoir, voiture, tout avoir Ouais. l'équipe marketing. Mais il faut que nous, on se pose et qu'on réfléchisse vraiment à qu'est-ce qui aura le plus d'impact et comment on priorise nos demandes pour les aider, côté produit, en fait, à y répondre. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on les submerge de demandes. Et du coup, les pauvres, je pense que c'est pas évident de comprendre par quoi commencer. Donc, c'est vraiment ça notre enjeu, c'est structurer, je pense, euh, nos demandes, notre relation avec le produit, nos demandes avec le produit, pour les aider à être plus efficaces. Ok, super intéressant. Ouais, c'est vrai que ces relations market-produit, on parle beaucoup des relations market-sales, et puis au final, les relations market-produit, on en parle un peu moins. Et c'est vraiment des sujets, je pense qu'il faudra que j'aborde aussi, parce que
C'est super intéressant, puis c'est super riche parce que tu as des expertises qui sont complémentaires. Tu vois, moi, je faisais beaucoup d'entretiens clients avec le responsable produit, justement, aussi avant, quand j'étais en post-market. On écoutait la même personne, mais on n'entendait pas les mêmes choses, quoi. Et du coup, on posait pas forcément les mêmes questions. Donc, je trouve que cette relation, elle est super riche, quoi. Ouais, c'est une relation très importante à construire de manière assez proche, parce que l'un sans l'autre, on peut rien faire, et qu'en fait, le produit, il est aussi à la base du revenu, hein. Sans produit, il y a Ouais. clairement pas de revenu. Et donc je pense que ouais, la relation CPO, CRO et même au niveau des équipes, créer des ponts, c'est vraiment la clé d'une croissance en fait saine et durable. Ouais, c'est clair, c'est clair. Top, bah écoute, merci encore une fois pour tout ça. Si jamais si on devait retenir une chose de l'épisode à mettre en avant, du coup, pour un marketeur justement qui est challengé sur le budget, sur le ROI en cette fin d'année, qu'est-ce que tu mettrais en avant, toi? On est justement dans les budgets en ce moment, donc c'est vraiment une problématique qu'on a. Et pour moi, le plus important, c'est qu'au niveau des C-level, on soit tous très alignés sur quels sont les objectifs macro pour l'année prochaine, quelle est la stratégie pour y aller, mais la stratégie à un niveau assez macro. Et après, une fois que ça c'est très clair, bah, l'enveloppe budgétaire, elle vient juste en fait soutenir cette stratégie-là. Hmm. Mais je pense que le risque, c'est parfois on vient avec nos budgets, on a plein d'idées, etc. On n'a pas fait le travail d'alignement des prios de la boîte et des gros blocs stratégiques pour y arriver. Et du coup, on peut se prendre un mur parce qu'en fait, il y a une incompréhension entre les ressources et les objectifs qu'on se donne. Ok, très cool, j'adore ce conseil. Ben écoute, encore une fois, merci pour tout, Yvan. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te retrouver autour de LinkedIn, j'imagine. Ouais, bien sûr, je répondrai avec plaisir sur LinkedIn. Top, ouais, j'allais dire. Je pose la question souvent de où est-ce qu'on peut te retrouver, mais bon, c'est vrai que de toute façon, on est tous sur LinkedIn au final. Donc, maintenant, Ouais, je l'oriente. c'est vrai. Écoute, c'était trop cool en tout cas de t'avoir sur le podcast. Merci encore beaucoup d'être passé, c'était super intéressant. Et bah maintenant, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Ouais, très bonne journée à toi, Axel, et merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie, à plus. Bye bye. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.